C'est la pire épreuve que puisse vivre une mère. Enterrer son enfant. Vous vous sentez comment, là? Comment? J'essaie de penser à tout sauf à ça. Parce que je sais que je vais pas arriver jusqu'à l'église sans m'écrouler. Donc, en fait, ce qui me fait très peur, c'est de voir le cercueil, parce que je l'ai pas vu. Ou c'est, en principe, dans une maladie ou quoi, vous avez le temps de voir la personne, ou dans un accident, des fois, on vous montre le corps. Tandis que là, j'ai pas de corps, moi. Pascal a appris la mort de son fils de 20 ans il y a quelques jours. Il a été assassiné. La grand-mère, elle aussi, est effondrée. Ma fille qui vient de sortir ne tient plus tellement le coup non plus. On était tous très très proches. J'attends toujours qu'on me dise que je fais un mauvais rêve, que c'est pas vrai. Mais malheureusement, je crois pas que ça va arriver. Voilà. Dans cette église du centre de Nice, Pascal retrouve le père de son enfant. Ils sont aujourd'hui divorcés. Salut. C'est la messe. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis à droite. Toutes nos condoléances de toute la famille. La douleur est d'autant plus vive pour ses proches qu'ils n'arrivent pas à comprendre les raisons de cette mort. Mayol Gaden était jusqu'ici un jeune homme de bonne famille, sans histoire. Son corps a été retrouvé en janvier dernier. Il était enterré dans une maison abandonnée de l'arrière-pays niçois. Ce fan de moto qui se rêvait biker aurait été sauvagement assassiné d'une trentaine de coups de couteau par ses propres amis, les membres d'un club mystérieux qu'il avait lui-même créé. Et le crime est resté secret pendant plus d'1 an. Comment l'aventure d'une bande de copains a-t-elle pu déraper dans une telle tuerie? Au départ, Mayol, c'est l'histoire d'un enfant à part. Après avoir fait une grande partie de sa vie à Nice, sa maman vit dorénavant dans la région de Toulouse, à Saint-Félix-Lauragais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais rien, Rebelle. Elle a rejoint sa mère, patronne de ce restaurant. Pascal vit ici avec son petit dernier, Ange, le demi-frère de Mayol. Mais tu mets pas le doigt dans l'eau, hein. Tu te laves pas les mains dans ta boisson, hein. Son grand-fils, au destin tragique, a vu le jour en 1991. Alors, il a une semaine 10 jours. Il est né, il faisait plus de 4 kilos, il faisait 4 kilos 500. Mais vous aviez quel âge? À peine 19. Une jeune maman. Ses parents se séparent quand il a 4 ans. C'est sa mère qui l'élève. À l'époque, elle partage sa vie avec un motard. Et Mayol est séduit par l'ambiance fraternelle qui règne parmi les bikers. C'est aussi un enfant surdoué qui préfère la compagnie des adultes à celle des enfants de son âge. Il ne voyait pas l'intérêt de balivernes, de gamins. Il était plus sûr, plus mature, en fait. Il avait été diagnostiqué précoce, il avait 7-8 ans déjà. Donc, il n'avait pas les mêmes préoccupations que les autres enfants. À 16 ans, mal à l'aise à l'école, Mayol arrête ses études. Ce jeune homme d'1,95 m fait beaucoup de sport. Il est aussi cultivé et aime lire de la philosophie. À cette époque, un trait marquant de sa personnalité émerge. Il aime aider les gens de son âge qui sont un peu perdus dans la vie. Très souvent, il m'a ramené à la maison quand on était sur Nice. Il m'a ramené des fois des gamins qui étaient en rupture avec leur famille, qui allaient pas bien. Alors, plus c'était noir, sombre et triste, et plus il allait me les pêcher. Hein. Parce que Mayol aimait les faibles, en principe. Mayol aimait bien secourir la veuve et l'orphelin. C'est son grand truc. Quand il a 18 ans, Mayol commence à vivre seul à Nice. Pascal, sa maman, refait sa vie dans le sud-ouest. Son père passe une partie de son temps en Afrique où il travaille. Mayol vit de petits boulots
Il emménage en centre-ville dans un joli studio payé par ses parents. Il y habite avec sa petite amie, âgée elle de 16 ans. Entre eux, c'est le grand amour. Mais à ses yeux, il lui manque une chose, une bande de bons copains. Il se met en tête de créer un club de bikers, son rêve. Les grandes balades entre amis, la solidarité, un monde à part qui le fascine depuis l'enfance. Et le fait de n'avoir ni moto ni même permis ne l'arrête pas. Il arrive même à convaincre une dizaine d'autres jeunes de le rejoindre. Souvent des marginaux qui, comme lui, sont passionnés de grosses cylindrées. Son père, présent au début de l'aventure, trouve d'abord cela très bon enfant. Ils se rencontraient la plupart du temps chez mon fils pour manger une pizza, rigoler ensemble, passer des moments agréables. Ils parlaient de moto parce qu'ils faisaient pas de Ils moto. parlaient de moto, mais ils n'avaient pas de moto parce que ça coûte cher une moto et qu'il faut passer son permis et que c'est pas si facile aujourd'hui de passer son permis moto. Ils n'ont pas de deux roues, mais ont déjà tous les attributs d'un club de motards. Le blouson en cuir avec leur emblème, un loup. Le nom de leur bande, Fenry, est inspiré d'un personnage de jeu vidéo qui symbolise la puissance. Honneur et fidélité, leur devise martiale, ils l'ont prise à la Légion étrangère. Et tout le monde prend un pseudo. Pour Mayol, qui est le grand patron, ce sera Karl, le prénom de son arrière-grand-père. Il est radieux au milieu de ses nouveaux amis, mais certains de ses proches s'inquiètent. À l'été 2011, Karl et sa bande partent en virée dans le sud-ouest pour fêter les 1 an du club. Ils passent une journée chez sa mère Pascale. Elle voit le groupe pour la première fois et certains lui font mauvaise impression. C'était pas des gosses francs du collier. C'était des gosses mal à l'aise, comme quand des espèces d'ados un peu attardés, quoi, qui traînassent, qui voilà. C'était pas des gens francs, non. Mais vous lui avez dit à votre fils? Oui, vous je lui avez lui ai dit dit. qu'est-ce que tu fais avec eux? Vous Ouais. lui avez dit quoi? Il m'a dit, tu les comprends pas, tu les juges mal, il faut pas les juger aussi vite. Hein. Tu verras. Ah ça, pour avoir vu, j'ai vu. C'est la dernière fois que Pascal verra son fils. Nous sommes à 2 mois du drame et la tension monte dans le groupe. Alors que ce ne sont que des gamins qui jouent au motard, Karl applique à la lettre les règles strictes d'un club de bikers. Il y a une hiérarchie précise. Il est numéro 1. Et pour monter en grade, les autres doivent se soumettre à des épreuves physiques. Lisa, 18 ans, qui mène aujourd'hui une vie paisible, a fait partie du club. Elle y est rentrée grâce à son petit ami, un proche de Karl. Et elle a pu observer ses rituels, parfois violents. C'était quoi les épreuves pour... Les épreuves sportives. Beaucoup de combats. C'était des combats de boxe jusqu'à que tu n'en peux plus, ce genre de choses. Et ils affrontaient Karl ou... Oui, ils affrontaient Karl parfois. Mais Karl gagnait toujours, bien sûr. Hein. C'est vrai que Karl était balèze, il était musclé, il était grand. Selon elle, Karl aurait abusé de sa supériorité. Il aurait poussé des membres à arrêter leurs études pour se consacrer au club. À d'autres, il les aurait obligés à vendre du cannabis pour financer les activités du groupe. Une pression très mal vécue par certains. Le fait d'être traités comme des esclaves, comme des merdes, ça a touché leur ego, leur façon de vivre, parce qu'ils n'avaient plus de vie en vrai. Karl a-t-il joué les tyrans? Quoi qu'il en soit, le déchaînement de violence du 27 octobre 2011 reste incompréhensible. C'est le début de l'après-midi à Nice. 2 membres du club invitent Karl pour une virée sur les hauteurs. Ils prétextent un rendez-vous. La voiture se gare dans un endroit isolé et le piège se referme.
Le passager derrière lui aurait sorti un pistolet taser et infligé à Karl une grosse décharge électrique. Malgré tout, le jeune homme robuste continue de se défendre. Le conducteur se serait alors acharné sur lui à coups de couteau. Il y en aura 31 au total. Signe de la lutte très intense, Karl, avant de mourir, casse le levier de vitesse avec son pied. Et la barbarie ne va pas s'arrêter là. La nuit venue, les assassins présumés vont chercher la petite amie de Karl. Elle ne se doute de rien. Il lui explique qu'il a eu un accident. Dans la voiture, une complice les a rejoints. Le cadavre de Karl est dans le coffre. Il roule 1 heure jusqu'aux environs de la station de ski d'Isola 2000. Arrivé au niveau de cette maison abandonnée, la copine de Karl croit y retrouver son petit ami. En réalité, elle fonce tout droit dans un guet-apens. Au rez-de-chaussée, une fosse a été creusée pour accueillir son corps et celui de son amoureux. Au moment où elle découvre la scène, elle aurait été frappée de 2 coups de pelle derrière le crâne. Elle se serait effondrée dans le trou. Un de ses agresseurs lui aurait alors jeté des pierres jusqu'à la recouvrir, pendant que leur complice l'aurait aspergé de gaz lacrymogène. Malgré tout, la petite amie de Karl ne meurt pas. Elle les aurait alors suppliés de la laisser en vie, et contre toute attente, il l'aurait épargnée en échange de son silence. La maison abandonnée n'abritera qu'une seule tombe, celle de Karl. Pendant plusieurs mois, ces assassins présumés vont réussir à faire croire à ses proches qu'il est encore en vie. Sans scrupule, il s'installe dans l'appartement de Karl avec sa copine qu'il surveille de manière permanente. Et ils ne se font pas discrets. Ses voisins se souviennent de ces nouveaux locataires qui faisaient la fête. Tout le temps une bande, ils étaient une dizaine. Tout le temps de l'alcool en main, des joints, tout. Ils n'avaient pas honte, hein, ils montraient tout. Et sans gêne, enfin. Ils rentraient tard le soir, ils faisaient du bruit, ils se posaient pas la question si les voisins dorment. Bah, ils agressaient dans leur façon de parler, ils étaient... Ouais. Bah, quand ils sortaient de l'ascenseur, moi j'étais en bas, j'attendais, ouais, ils poussaient, ouais, salut, on se connaissait pas. Ouais. Pour justifier l'absence de Karl aux autres membres du club, les tueurs présumés expliquent que leur chef a pris la fuite après avoir frappé sa fiancée. Lisa se souvient que la jeune fille qui a échappé à la mort ne laissait rien paraître. La petite amie de Karl, elle est encore blessée, elle a des marques. Elle arrive quand même à s'amuser? Elle était sur une chaise, mes souvenirs qui me reviennent, elle était sur une chaise et elle avait le bras genre elle avait mal au bras, donc elle portait son bras différemment, mais on voyait très bien qu'elle était mal. Et elle souriait parfois et quelquefois elle se mettait à pleurer d'un coup. Je pensais que c'était quelqu'un qui lui manquait, qu'elle avait mal au cœur parce qu'il l'avait frappée. Parce que ça faisait longtemps qu'elle était avec. Je me suis dit, voilà, c'est une rupture qui doit lui faire mal, et physiquement, moralement. Aux parents, ils servent le même mensonge. Pire, ils font croire à Pascal, la maman, qu'ils ont toujours des nouvelles de son fils et qu'il a besoin d'aide. Je leur envoie de l'argent, même, pensant que Mayol le récupérerait. Parce qu'ils me disent qu'ils ont contact, qu'eux ont contact avec lui, mais que moi, je ne peux pas en avoir. Pourquoi? En fait, ils me maintiennent dans ce truc de Mayol va revenir. Donc en fait, je ne vis plus pendant 15 mois, en attendant qu'il apparaisse. Pascal a cherché en vain son fils. Elle est même allée à la police pour déclarer sa disparition. Mais comme il est majeur, il n'y a pas eu d'enquête. Le lourd secret aurait pu durer. Mais en décembre dernier, c'est une banale histoire de cœur
qui va briser le pacte du silence. L'un des assassins présumés se sépare de sa copine, et celle-ci, qui est au courant de tout, va le dénoncer à la police. Il avoue, ainsi que ses complices. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent également que la voiture du meurtre a été nettoyée par les parents d'un des tueurs présumés. Ils ont fait ça pour protéger leur enfant. Aujourd'hui, le couple vit terré chez lui, en attendant d'être jugé pour destruction de preuves. De son côté, la mère de Karl veut que la justice passe. Elle a engagé comme avocat un ténor du barreau de Nice. Elle n'admet pas la ligne de défense des assassins présumés qui font passer son fils pour un tyran. Et surtout, elle ne trouve aucune excuse à leurs gestes barbares. On ne tue pas comme ça. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas une vie antérieure ou un passé qui puisse permettre que votre pote, vous lui mettez 30 coups de couteau. Je veux dire, on voit ça dans les feuilletons débiles qu'on peut regarder à la télévision, mais on ne fait pas ça dans la vie réelle, lorsqu'on est quelqu'un d'à peu près normal. Là, il y a préméditation, là, il y a fourberie. Puis mon gamin s'est battu, parce qu'il a quand même cassé la boîte de vitesse dans la voiture. Donc il a dû se rendre compte. Vous imaginez la peur de mon gosse. Et alors ça. L'enquête ne fait que commencer. Elle devrait durer au moins 2 ans, car il faut encore établir les responsabilités de chacun dans la bande et vérifier qu'il n'y ait pas d'autres personnes impliquées. Les 2 assassins présumés, ainsi que 2 complices, vivent aujourd'hui derrière les barreaux. Certains de ces jeunes de moins de 20 ans risquent la prison à perpétuité.